Donc bonsoir à tous, je m'appelle Sandy, je travaille chez Glady. C'était pas là, c'était dans l'autre sens. Glady c'est quoi? C'est une scale-up qui s'appelait avant We Do Gift, qui est spécialisée dans tout ce qui est avantages aux salariés en dématérialisé. Donc la carte restaurant, les chèques cadeaux dématérialisés, les chèques culture, les chèques CESU, etc. Et on a également toute une gamme de logiciels qui est destinée au CSE pour leur permettre de faciliter la compta et la trésor de tout le CSE. Parce qu'il faut se dire que les gens qui travaillent au CSE, c'est pas leur métier. Donc du coup, le but, c'est d'avoir des logiciels assez instinctifs pour qu'ils puissent rapidement comprendre comment ça marche et que ça leur simplifie la vie. Depuis 2021, on est adossé à Pluxee. Donc Pluxee, c'est Sodexo. Ça s'est renommé l'année dernière. C'est-à-dire, donc Sodexo, c'est tir groupé. Les fameux petits chèques cadeaux qu'on avait tous il y a quelques temps en papier. Donc on est adossé pour être plus fort. Aujourd'hui, Glady, on est 400 employés versus donc Pluxee, ils sont 5000. Donc on n'est pas encore sur les mêmes échelles. Donc globalement, on a 5 millions de bénéficiaires. Donc les bénéficiaires, c'est les salariés qui ont accès à notre plateforme. Versus du coup 36 millions de bénéficiaires. On a 30 000 clients de notre côté et 2000 enseignes partenaires. Trop bizarre. Comment est-ce qu'on est organisé? Alors je ne vous fais pas l'organisation globale de la boîte, je vais juste me focus sur le produit et la tech. On a un CPO et on a un CTO. On a des streams, donc on a un Head of Product et un Head of Engineering pour chacun des streams. Le Head of est responsable de la stratégie de son stream. À l'intérieur de chacun des streams, on a des lead PM. Ils ne sont pas managers, ils vont surtout être là comme experts sur une partie, sur le revenu, sur l'acquisition, etc. Et en dessous, du coup, on a 4 squads à chaque fois, avec un PM par squad. Côté tech, c'est globalement la même organisation, sauf qu'on a un engineering manager en plus, parce que forcément, dans chacune des squads, on n'a pas qu'un dev, on en a 4, ce qui fait pas mal de personnes, et finalement, les head-off n'avaient plus la capacité de gérer chacun des développeurs et d'être vraiment présents pour eux. Donc on a rajouté un engineering manager, on a aussi un lead dev par squad. Pareil, lui, il n'a pas de management, mais c'est un expert dans son domaine. Au niveau des rôles un peu plus support, on a des Scrum Masters, donc on en a 3 qui sont, enfin même 4 avec la lead Scrum Master, qui du coup ont à peu près 2-3 équipes chacun. Côté produit, on a du coup le lead, on est 2 Product Ops où on est transverse à toutes les équipes. Et après, on a la QA et la data, pareil, ils sont un peu transverses à toutes les équipes. Et on a bien évidemment la partie design où on a une douzaine de product designers, donc ça fait à peu près 1 pour 2 squads. Et donc finalement, chacune des squads est composée d'un PM, d'un lead, de 3 devs, d'un product designer, d'un PMM, donc Product Marketing Manager, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises, d'un ou 2 QA et d'un Scrum Master. Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis lead Product Ops depuis 2022. J'ai eu pas mal d'autres postes avant. J'ai eu des postes côté produit en tant que project manager à une époque et puis après PM et first PM. Et j'ai eu aussi des rôles côté tech où j'ai été développeuse, bras droit de CTO et engineering manager juste avant d'être chez Glady. Globalement, mon métier, c'est quoi? Ça va être d'améliorer la vélocité et le développement des équipes avec des outils adaptés, des process adaptés, et puis de favoriser un peu la communication et l'alignement à l'intérieur des équipes produits, mais surtout à l'extérieur pour que le produit et la tech rayonnent dans toute la boîte et qu'on comprenne bien ce qu'on fait et qu'on évite cet effet un peu boîte noire de toute façon on ne comprend jamais ce que vous faites. Chaque fois qu'on vous demande un truc, soit c'est pas fait, soit c'est super long. Donc on est là aussi pour évangéliser le rôle des product managers et des développeurs pour que voilà, tout le monde comprenne bien ce qu'on fait. J'ai été recrutée parce que Glady a beaucoup scalé et à une époque on a embauché je crois 150 personnes en une année. Donc il a fallu un petit peu harmoniser, uniformiser les process, d'où mon arrivée. Globalement, qu'est-ce que je fais? Donc je suis un peu un catalyseur. Je m'assure du coup, donc, ce qu'on disait, de faire rayonner le produit, d'avoir une cohérence dans la stratégie du produit.
de répandre la culture produit, d'essayer d'être user-centrique et d'évangéliser le rôle du produit et d'éviter l'effet boîte noire. Je travaille aussi beaucoup sur les onboarding, faire en sorte que quelqu'un qui nous rejoint dans l'équipe ne soit pas complètement perdu. On met en place tout un kit d'onboarding avec des documentations que les personnes lisent au fur et à mesure de leur entrée. On ne leur donne pas 40 docs à lire tout de suite ou au final ils ne savent pas par quoi commencer et c'est super dur pour raccrocher les wagons. Donc on a un emploi du temps, on va dire, sur 3 semaines où chaque jour on lui dit rencontre telle personne, fais un vie-ma-vie avec tel pôle, lis tel doc et au fur et à mesure la personne avance et donc peut raccrocher plus facilement les wagons. Je travaille aussi beaucoup sur le carrière pass. L'objectif c'est que les équipes restent le plus longtemps chez nous. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire par exemple un mentoring programme. Imaginons j'ai un PM qui me dit moi je suis super intéressée par le design mais j'y connais rien. Du coup on va le faire mentorer par un designer qui va lui expliquer comment ça se passe, c'est quoi son rôle, etc. Donc c'est aussi là pour faire évoluer les gens. Pareil, quelqu'un qui devient manager demain, il a une formation de manager mais on va aussi le coacher pour bien lui montrer son rôle et sa nouvelle mission. Et puis on a tout un carrière pass sur c'est quoi un PM junior, qu'est-ce qu'on attend de lui, c'est quoi un PM plus middle, c'est quoi un lead, comment est-ce que tu peux faire la transition, comment est-ce que tu peux monter. Tiens, tu as envie d'être manager, tu peux passer groupe product manager où tu vas avoir juste une seule personne que tu vas manager, versus tu n'as pas envie d'être manager mais tu commences à être expert, tu vas plus passer sur un rôle de lead, etc. On travaille aussi bien évidemment sur toute la partie outils. Comment faire en sorte d'avoir les bons outils, d'avoir de la data quali et quanti, d'avoir les bons dashboards, de pouvoir prendre les meilleures décisions, d'automatiser certaines tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée et qui prennent beaucoup de temps aux équipes. Et puis la dernière partie, c'est la partie stratégique. Comment est-ce qu'on met en place les OKR, comment est-ce qu'on fait en sorte que les équipes, les Head of Product et les Head of Engineering se regroupent bien autour de la table, soient bien alignés sur la stratégie et derrière comment est-ce qu'on diffuse la stratégie aux équipes, comment est-ce qu'on communique nos OKR, comment est-ce qu'on va communiquer les résultats au fur et à mesure pour qu'on puisse suivre les objectifs et les key results et savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Et du coup, ça passe beaucoup par des ateliers. Je vais vous parler de 3 projets que j'ai pu mettre en place depuis que je suis chez Glady. Le premier projet, c'est les OKR. Donc quand je suis arrivée, il n'y en avait pas du tout. C'est une des premières choses que j'ai mises en place. Au début, on les avait que au niveau du pôle tech et produits. Sans OKR, ni vision, ni rien côté stratégie, donc c'était un peu compliqué. Mais en 2023, du coup, l'entreprise a vu que ça marchait, donc ils se sont tous mis à l'exercice. Du coup, maintenant, on a vraiment des OKR stratégiques et des OKR de pôle. On a fait le choix d'avoir des OKR produits et tech, les mêmes OKR, dans l'objectif d'aligner toutes les équipes. On sait que c'est difficile quand les devs ont un objectif et que le produit en a un autre et que c'est pas du tout aligné. Ça crée des frictions, ça crée des non, c'est pas ma prio, etc. Donc là, tout le monde a les mêmes et on peut vraiment se focus. Ce qui, du coup, avant, il y avait vraiment un manque de cadre dans la façon de travailler et même il y avait beaucoup de silos entre les équipes. Un manque de sens dans le travail, concrètement, c'est quoi l'impact que j'ai dans l'entreprise, pourquoi je travaille et pourquoi je suis là. Là, l'objectif avec les OKR, c'est que chacun connaît son impact et peut se sentir vraiment valorisé. Il y avait un vrai manque de communication produit tech, dans le sens où le dev avait l'impression d'être un peu l'exécutant du PM. Il y avait un peu un rôle client-fournisseur qui n'était pas fou. Là, on a vraiment travaillé sur ce fameux product trio, donc avec le product manager, le lead dev et le product designer, dans l'objectif d'intégrer le lead dev aux décisions, qu'il soit aussi acteur des solutions dans la discovery et que du coup il voit que qu'il n'est pas juste un exécutant mais que son avis compte. Bien évidemment, les autres devs de sa squad sont largement invités à faire de même. Du coup, on a différents niveaux. Donc on a les OKR stratégiques qui sont annuels. On vient derrière du coup décliner nos OKR de pôle, donc tous les trimestres on les fait évoluer et on les communique en permanence aux équipes justement pour voir si on va bien dans la même direction. Les squads peuvent ou non, chacun fait comme il veut, mais avoir ses propres OKR ou en tout cas une North Star métrique qui leur permet vraiment de savoir dans quelle direction elles vont. Et derrière, on a ce qu'on a mis en place il y a 6-8 mois, l'OST, donc on appelle les Opportunity Solution Tree, et j'en parle juste après.
Donc le deuxième process qu'on a mis en place, c'est l'amélioration de la discovery. À la base, on faisait des discos qui duraient éternellement. C'était super long, c'était quasiment une disco par quarter. On se rendait compte que du coup, voilà, ça ne fonctionnait pas. Donc là, on a mis en place un système de discovery continue. Le but, c'est pas juste de parler à tes utilisateurs quand tu as un problème, mais de parler en continu avec tes utilisateurs pour déceler des problèmes que tu n'avais pas spotés. Donc ça passe voilà, par des user interviews, par des interviews des stakeholders, par une boucle de feedback, etc., qu'on peut faire via des surveys. Nous, on a plus qu'un product trio, on a un quatuor, parce que du coup, on inclut le PMM dans toutes nos phases. Et derrière, on a ce qu'on appelle un backlog d'opportunités. Donc une fois qu'on a parlé avec nos utilisateurs, forcément, on va se rendre compte qu'ils ont tel et tel problème, ce qui va nous permettre de déceler des opportunités. Et en fonction des OKR, de se dire ces opportunités-là, elles se raccrochent totalement à nos objectifs d'aller améliorer, par exemple, la satisfaction de nos utilisateurs, je sais pas, en améliorant notre NPS de tant de points. Bon, super, je vais aller creuser cette opportunité parce qu'elle répond vraiment à nos objectifs. Donc ça, c'est des choses qu'on fait toutes les semaines. Il y a à peu près 1 à 2 interviews par semaine. Derrière, une fois qu'on a nos opportunités, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer des solutions. On va faire des ateliers d'idéation, on va faire des ateliers de design thinking, on va inclure nos stakeholders pour ne pas faire ça en chambre. Donc à différents ateliers, ils vont aussi être maîtres des solutions. Ça permet, en les incluant, du coup, ils comprennent pourquoi on va mettre en place telle fonctionnalité. Et du coup, ça permet quand même de renforcer les liens entre les stakeholders et les équipes. Derrière, ce qu'on va en ressortir, c'est des tests utilisateurs, des protos, etc. Tout ça, du coup, est lié à nos OKR, bien évidemment. Donc, on en parlait, on fait des ateliers de co-création avec tous les managers, donc les head of product, les CTO, etc. Ensuite, on les présente aux équipes qui nous challenge et on finit par s'accorder sur des OKR. Une fois qu'on a généré des solutions et qu'on a testé des hypothèses, qu'on a fait des expérimentations et que les solutions sont viables, utilisables, enviables, etc., on se dit ok, ça part dans le product backlog et c'est là que ça part en delivery. Et là, il n'y a pas de surprise. On a des équipes en Scrum, en Kanban ou en Scrumban. Chaque équipe est libre de faire ce qu'elle veut. Et derrière, on arrive à un incrément produit. On va collecter de la data en amont et après pour voir si justement on a pu solutionner nos problématiques. Et on va itérer, bien évidemment, si ça ne convient pas. Donc nous, on est sur une fréquence de mise en prod toutes les 2 semaines. Et le troisième petit projet dont je voulais parler, c'est un exemple de mise en place d'outils et surtout comment est-ce qu'on met en place un nouvel outil. Là, j'ai pris Scribe parce que c'est des Nantais et que c'est cool. Scribe, c'est un outil de survey in-app. Les pains qu'on avait à la base, c'est qu'on avait 2 surveys, deux outils de survey. Du coup, c'était un peu compliqué pour rassembler toutes les métriques et avoir un seul NPS ou un seul US. On n'avait rien pour l'app mobile, alors que l'app mobile, c'est utilisé par 80% de nos utilisateurs, donc c'était un vrai manque sur cette cible-là. On avait des surveys un petit peu dans tous les sens. On n'avait que du NPS, donc c'était hyper dur. Le NPS, c'est un bon health check pour l'entreprise, mais c'est hyper dur de l'actionner concrètement et de se dire qu'est-ce que je vais améliorer sur mon app. Donc on est plutôt parti maintenant sur des user effort score. Donc c'est plus des questions de à quel point il a été simple de faire telle action. Et en mettant en place des US sur chaque parcours, on arrive à déceler les pain points qui sont vraiment plus précis et du coup à mettre des actions en place. On avait des outils sous-exploités, en vrai on payait un bras et il y avait plein de fonctionnalités qu'on n'utilisait jamais. Et forcément 2 outils égale très cher. Donc aujourd'hui on utilise Scribe, on a fait un gros travail d'unification des parcours pour pas qu'il y ait des surveys qui pop dans tous les sens. On a ce qu'on appelle un système de capping. En gros l'utilisateur ne verra pas plus de 1 survey par semaine. Donc c'est aussi l'objectif que même s'il y a 20 surveys qui tournent, les utilisateurs ne seront pas spammés. Et un gros travail qu'on a fait côté Ops, c'est de mettre en place des formations et de faire en place tout un wiki sur comment utiliser l'outil, c'est quoi les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on construit un bon survey UES, c'est quoi la bonne question à poser, c'est quoi la bonne formulation.
et toute une partie FAQ ou des questions qu'on a pu prendre au fur et à mesure des retours pour centraliser les réponses et au final qu'on ne soit pas spammé tout le temps à répondre aux mêmes questions. Et derrière, forcément, un budget divisé par 2, puisque un seul outil. Ah merde, j'avais une autre slide. Je sais pas où elle est passée. Du coup, j'ai plus la slide, mais tant pis. Qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en place cet outil? Côté Ops, on a fait une disco, comme n'importe quel PM. On est allé interroger les product managers pour essayer de comprendre c'était quoi le pain avec les deux outils. On a fait toute une liste de besoins. On les a priorisés. Donc on a fait un petit RICE avec les PM. Ensuite, on a été aller chercher des outils. On a parlé avec beaucoup d'outils pour voir lequel était le meilleur. On a inclus dans cette discovery, et c'est ça que je trouve très important, des PM, ce qu'on appelle promoteurs, qui étaient motivés par le sujet, que ça intéressait. Et en fait, on a sélectionné trois outils en shortlist, et on a dit aux PM, on va tester les 3, venez avec nous, faites les démos. Et c'est vraiment à vous que revient finalement le choix final de l'outil. On a fait des tests pendant 2 semaines sur chacun des outils, donc en faisant des vrais surveys, etc. pour voir c'est quoi la complexité, est-ce qu'il manque des choses, parce qu'une démo c'est bien, mais en fait c'est quand tu testes vraiment que tu te rends compte si c'est vraiment clair. Derrière, une fois qu'on a eu sélectionné notre outil, il y a eu une phase pendant 1 mois sur laquelle on a formé les 3 équipes pilotes. On a créé les tools wiki, on a intégré bien évidemment l'outil parce que derrière, si on veut des surveys, il faut que ce soit intégré au site, il faut qu'on ait les balises GTM, etc. Donc on a fait toute l'intégration. Une fois que les PM, on a fait un REX à la fin de ce mois, et donc avec un petit peu les problématiques qu'on pouvait résoudre facilement avec les équipes de Scribe. Et une fois qu'on était tous au clair là-dessus, on a onboardé toutes les équipes et ces 3 PM promoteurs sont aujourd'hui, on va dire, leaders sur cet outil. C'est-à-dire que si quelqu'un a une question, ils peuvent demander directement aux PM qui, eux, connaissent bien l'outil parce qu'ils l'ont bien testé. Et donc ça permet en fait d'avoir une meilleure adhérence sur l'outil. C'est jamais facile quand on déploie un outil, il y a toujours ceux qui critiquent, mais une fois qu'on impose un changement, tout le monde est assez réfractaire au changement, personne ne veut changer ses habitudes. En ayant des promoteurs dans les équipes, ça permet en fait de rassurer et de dire tu vois, moi je l'ai fait, c'est simple, je peux t'aider. On va travailler sur la migration de tes surveys qui étaient sur l'ancien outil, on va les créer sur l'autre. Viens, on va regarder les bonnes pratiques, etc. Donc j'ai vraiment essayé de compter sur ces promoteurs. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est utilisé tous les jours, donc c'est plutôt sympa. Et la dernière partie, c'est les enseignements. Pour moi, le Product Ops, c'est un rôle qu'on peut avoir dans les scale-up, mais en fait, c'est un rôle qui est présent partout. C'est juste pas forcément quelqu'un qui le fait à part entière. Un PM qui va créer un template, je sais pas, pour que créer de la doc fonctionnelle, ce soit plus simple, c'est un rôle de Product Ops en fait. C'est juste que c'est pas son métier tous les jours. Un head-off qui va mettre en place un nouvel outil et qui va former ses équipes, c'est le rôle de Product Ops. C'est juste que voilà, il y a des organisations où il y a tellement de choses à faire que ça en devient un rôle à part entière. Pour moi, c'est aussi un bon moyen, si on en a marre d'être PM, mais qu'on a quand même envie de rester dans le produit, de changer et d'évoluer. Les qualités, c'est de l'organisation. Il y a des chantiers dans tous les sens et il faut être organisé, il faut les prioriser, il faut être un peu multitâche. La communication, on communique à la fois en termes très techniques avec le produit, mais on communique aussi beaucoup avec le reste de l'entreprise. Et du coup, il faut savoir adapter son discours et faire en sorte d'être compris par tout le monde. Il faut avoir une bonne compréhension des problématiques et des enjeux. C'est pour ça que c'est bien d'être déjà dans le produit quand on est Product Ops plutôt que de débarquer. Je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui fait une reconversion totale. Je conseillerais d'abord d'être PM ou PO et après de passer sur ce rôle-là. Faut avoir une forte appétence avec la data. On ne va pas se cacher, le rôle du PM, il y a quand même beaucoup d'outils de data et on est aussi là pour faire en sorte que la data soit plus quali, qu'elle soit plus exploitable et qu'il y ait des meilleures décisions qui soient prises. Faut être patient. Patient dans le sens où, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas imposer le changement. D'office, direct, bam, c'est terminé, ça passe pas. Enfin, je l'ai fait et c'est une cata.
Il faut y aller petit à petit, progressivement. C'est pour ça qu'on a souvent des équipes pilotes. On parle beaucoup des projets en amont. Je veux dire, personne n'a découvert Scribe le jour où on a migré. Pendant des mois et des mois, on en a parlé à toutes les équipes, etc. Et petit à petit, voilà, on les fait migrer, on les fait prendre de nouvelles habitudes. Et c'est ça qui fait que le changement est plus accepté qu'un truc drastique. Et bien évidemment, il faut être empathique parce qu'on est un peu les psys des PM. C'est vers nous qu'ils se tournent dès qu'il y a un problème. Donc voilà, il faut savoir écouter. Et le mot de la fin, j'ai mis quoi? Qu'un Product Ops, c'est un PM. C'est juste qu'au lieu de travailler avec des utilisateurs externes, ils travaillent pour l'organisation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ah oui, merde, j'ai oublié. Ouais, si soit on prend les questions maintenant, soit on les fait à la fin. C'est comme vous voulez. C'est libre. Bon, écoute, allez. Ça a l'air clair. Eh bien, on continue. Ça va se ressembler et pas se ressembler, vous allez voir. Donc déjà, on commence par MariaDB parce que ça reste une société qui est un peu spéciale. Tout le monde connaît, à peu près? Donc ce sont les gens qui ont fabriqué MySQL il y a 25 ans, qui ont fui en 2007 quand ils ont été rachetés par Oracle. Et la société, à cette époque-là, qui était florissante, s'est scindée en deux. Tout ce qui était support commercial est allé créer une société qui s'appelait SkySQL pour vendre du support aux anciens clients. Tous les développeurs du serveur, de la base de données, ont été hébergés dans la fondation qui a été créée par son fondateur, avec l'argent de la vente, pour les protéger le temps de remonter quelque chose. Donc ça existe à la suite de la vente, et c'est MySQL, mais c'est une autre branche de MySQL, ni plus ni moins. Sa particularité, c'est que, alors déjà, c'est un logiciel libre. Depuis 25 ans, le créateur est tout de suite parti sur l'idée que les gens allaient travailler de là où ils étaient. Donc ça a toujours été à distance. MySQL a été déjà comme ça. Quels que soient nos PDG qui sont revenus, qui ont essayé de forcer à mettre des gens dans les bureaux, ça ne marche pas. Notamment parce que quand vous développez en C une base de données, vous prenez des développeurs qui sont quali là où ils sont. Hein, on ne va pas se cacher, c'est quand même des compétences un petit peu rares. Mais finalement, dans le support, c'est pareil. Quand vous voulez avoir une couverture mondiale, il faut des gens dans tous les mondes, dans le monde entier pour les vendre pareil. Donc voilà, c'est une petite société. Aujourd'hui, on est à peu près 200. On a été plus, mais on s'est séparé de tout un tas d'activités qu'on a tentées, qui n'ont pas marché. Et aujourd'hui, on est recentré sur notre métier, qui est la base de données, les outils autour, les connecteurs, certains proxys qui permettent d'intercepter les requêtes et de les envoyer ailleurs si jamais elles tapent trop fort sur les serveurs, etc. Et ça fait 11 ans que je suis là-bas, donc on va faire une petite histoire. Parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de Product Ops, mais ce n'était pas ce que j'étais venu faire. Donc tout a commencé en 2013, quand SkySQL, donc la société commerciale, a commencé à embaucher des développeurs. Ils ont eu des velléités de créer des outils, parce qu'évidemment, les clients avaient des problèmes, et qu'il fallait faire des outils. Alors on met des équipes, ils développent des trucs, et puis ça ne sort pas. Donc j'ai rejoint cette société parce qu'ils ne savaient pas gérer un produit. Point barre. Ils savaient faire du code. Donc on a commencé par expliquer ce que c'est, avoir des listes, des processus, des dates, des réunions, des comptes rendus de réunions, des roadmaps finalement. Et puis petit à petit, construire une équipe. Donc on est monté jusqu'à 3. Alors c'était intéressant parce qu'à l'époque, moi je ne venais pas du tout du monde des bases de données. Autant vous dire que ce n'est pas simple. Parce que les fonctionnalités dont on parle, ce n'est pas des fonctionnalités sur un téléphone ou une tablette. C'est ce qui touche à l'optimiseur des requêtes. Vous voyez un peu les discussions avec les développeurs, des fois, ce n'est pas évident. Et puis les clients, ce sont des DBA, qui ont des systèmes qui sont en PLS le week-end parce qu'ils ont une montée de charge. Donc c'est quand même des fonctionnalités un peu spéciales. Donc très très vite, un consultant technique allemand a été monté en PM parce que là, on avait quelqu'un qui pouvait comprendre de quoi ça parlait. Et puis on est allé chercher une autre personne à l'extérieur qui arrivait avec un profil très technique aussi pour pouvoir prendre les autres outils. Deuxième période, la fondation lâche les développeurs qui réintègrent SkySQL et on devient la société commerciale qui s'appelle aujourd'hui MariaDB. Donc on prend une taille complètement différente, parce qu'il y a plein de développeurs qui arrivent d'un seul coup. Je récupère la gestion de ce projet-là, on va dire de gérer cette équipe, qui n'a pas beaucoup besoin d'être gérée, parce que, comme je l'ai dit, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble.
Ce n'est pas une jeune équipe, pas une jeune squad. C'est plutôt l'inverse. Ils ont vu des strates et un nombre infini de managers qui sont venus leur expliquer comment travailler. Et ils travaillent toujours de la même manière. Donc il s'agissait de les accompagner, non pas de les diriger. Et je pense que c'est ce que j'aime faire. Et assez rapidement, on s'aperçoit qu'on a un gros problème, c'est que l'équipe de support... Alors l'équipe de support, c'est pareil. Les 6 personnes de l'époque étaient les gens qui faisaient du support pour MySQL dans les années 90 sur IRC. Vous voyez un petit peu le paysage, c'est des gens très compétents qui sont là où ils sont depuis très longtemps, qui ont fini par être embauchés parce qu'ils savaient tout. Et ces gens-là travaillaient aussi avec leurs habitudes. Et en fait, les deux mondes, là, c'était dur. Prioriser les clients, savoir dans quel ordre les ingénieurs travaillaient, tout ça, c'était une boîte noire énorme. Donc il a fallu ouvrir les boîtes, regarder comment ça se passe, et puis relier les deux, ce qui paraît simple pour n'importe quelle société, mais chez nous, ça a été long. Je ferai un zoom là-dessus, ça sera un des projets que j'expliquerai un peu plus. L'année d'après, j'étais venu en parler dans un meet-up, on a commencé à appliquer nos propres outils à notre propre métier, c'est-à-dire regarder les statistiques et puis prendre des décisions éclairées par les données, parce qu'on avait quand même beaucoup de gens qui faisaient ça depuis très longtemps, qui étaient persuadés qu'ils savaient tout sur tout, pour faire simple. Et puis quand on sortait les données de Jira, qu'on allait chercher un peu dans Salesforce, et puis qu'on allait chercher les tickets, qu'on mettait ça ensemble et qu'on sortait des tableaux, il y avait souvent des « Ah bon ? Mais alors du coup, on pourra analyser ça ?» Donc Tableau est rentré par la fenêtre et a envahi toutes les réunions très vite, parce que quand vous faites des preuves, les gens veulent les challenger, donc ça génère encore plus de rapports, jusqu'à la fin de l'année, quand tout le monde n'a plus d'arguments, ils ont juste des envies que ça, on ait des tendances qui soient analysées ou d'autres choses. Mais il y a eu une année 2018 qui était fantastique, parce que ça a vraiment explosé, et puis après c'était calme. Donc il y avait comme, on va dire, une dette d'analyse qu'il fallait remplir, et puis après ça se passait bien. Alors ça aurait pu être autre chose que Tableau, hein. Le fait est, c'est que j'ai commencé là-dessus et ça s'est très bien passé, mais je ne dis pas que c'est le meilleur outil. L'année d'après, et je vais expliquer pourquoi, j'ai commencé à sérieusement vouloir automatiser, parce que le processus support-développement, il marchait bien, mais je le faisais à la main. Donc tous les tickets clients et tous les tickets Jira à synchroniser en ordre et à informer à gauche à droite suivant un protocole. Le protocole était fantastique, mais je ne voyais pas l'intérêt à partir du moment où il était stable de le faire à la main. Donc j'ai cherché du côté de notre IT qui était 2 personnes pour 150, ils ne pouvaient pas gérer ça. Rappelez-vous qu'on est tous à distance. Les PC, les serveurs, donc l'IT sont débordés, pour faire simple. J'ai cherché d'autres solutions avec des stagiaires, mais alors très rapidement, je me suis aperçu que si je voulais le faire, il fallait que je le fasse. Donc, j'ai cherché la solution la plus simple pour moi. On est entièrement sur les outils Google. Les Google Scripts sont très bien intégrés avec la suite de Google. Donc, je me suis lancé. Alors, je n'avais pas fait de code depuis mes études, donc ça n'a pas été simple, mais assez rapidement, avec l'aide d'un ami, je me suis aperçu que, en gros, c'est quand même toujours si, alors, sinon. Et que si vous avez bien réfléchi à votre processus, en gros, vous savez coder. Vous allez avoir plein de bugs, mais ça, c'est pas grave. Mais en gros, c'est ça. Enfin, il y en a des pages et des pages. Si c'est logique, on peut le faire. Donc, j'ai galéré, comme tout le monde, mais quand ça a commencé à marcher, là, c'était chouette. Troisième période. Donc, j'avais les données, j'avais l'automatisation qui commençait à marcher. On est monté jusqu'à 6 PM, pourquoi? Parce qu'on a voulu faire notre propre cloud, on a voulu faire plein de trucs. Donc là, la boîte a grossi très fort. Alors là, les 6 PM, tout le monde travaillait totalement différent. Il y avait des gens aux États-Unis, des gens en Asie. Personne n'avait la même expérience, personne ne travaillait vraiment pareil. Et puis, personne n'avait vraiment envie de travailler pareil, parce qu'il y en a qui venaient de la technique dure, il y en a qui venaient de pas la technique du tout. C'était très disparate. Les roadmaps sur slide, oui. Où elles sont, est-ce qu'elles sont à jour? Enfin, c'était vraiment un cirque pas possible, quoi. Donc ça faisait un petit peu honte, et puis à un moment, on est arrivé à une décision que si on veut grandir, il va falloir avoir un outil. Il va falloir mettre les feature requests dans un endroit, il va falloir qu'on explique comment on priorise, et puis il va falloir que les gens puissent y accéder. Ça paraît simple, mais chez nous, c'était vraiment... on va dire que les gens, la réponse, c'était tout est dans Jira. Enfin, c'est simple, vous allez dans Jira, vous cherchez, vous allez trouver.
Donc pareil, on peut expliquer, on a fait le tour, on a trouvé cet outil Airfocus, j'en parlerai un petit peu après. Et depuis lors, mon rôle a vraiment commencé à beaucoup être plus ops que produit. À l'époque, je faisais encore des choses qui étaient, on va dire, connexes au produit, comme le portail client ou les connecteurs. Et puis petit à petit, j'ai commencé à lâcher tout ça pour vraiment me spécialiser dans tout ce qui était les données, l'automatisation, les outils. Et puis en 2021, on commençait à parler de Product Ops, ça a commencé à devenir dans le langage. Donc je regardais des vidéos, tout ça, puis à un moment je me suis dit, mais en fait c'est ce que je fais. Donc ça n'a pas changé à ce que je faisais, mais ça m'a permis d'un peu plus d'expliquer à certaines personnes qui disaient, mais tu es encore produit, comment ça se fait, pourquoi tu fais tout ça? Donc c'est devenu logique, on va dire. Et puis 2022 a été une année où j'ai beaucoup travaillé sur l'automatisation. Pourquoi? Parce que Airfocus c'était bien, mais ça ne faisait pas tout. Ça ne faisait pas tout ce que je voulais. Et on va dire qu'un produit, pour les responsables produits, si jamais il y a de la redondance de saisie ou si ce n'est pas vraiment très bien fait, c'est mort. Ils ne vont pas l'utiliser parce que c'est tellement plus rapide de faire une slide, franchement. Pour les emmener dans un produit, il faut vraiment que ça soit fantastique. Donc j'ai passé bien 6 mois à intégrer Airfocus vraiment de manière parfaite. Ça a été long et compliqué. Je pourrais expliquer après, mais aujourd'hui, on a quelque chose qui tourne. Ça tourne dans tous les sens, tout est automatique et c'est fantastique. Donc ça valait le coup d'investir du temps là-dessus. 4e époque. On a eu une petite aventure de financement, on s'est séparé de beaucoup d'équipes et je me suis retrouvé à gérer toutes les équipes d'ingénieurs d'un seul coup. Alors, ce n'était pas grave parce que les tableaux étaient là, il suffisait de changer 2-3 trucs, ça marchait. Les automatisations étaient là, on les changeait, ça marchait. Tout ça, ça marchait. Mais bon, ça faisait quand même beaucoup de gens, donc il a fallu que je passe à un autre stade d'automatisation. J'étais très motivé pour ça, pour avoir le temps de faire tout. Et donc j'ai investi pas mal de temps là-dessus. Et puis, tous été pareil, on a vu ChatGPT débarquer, on a commencé à jouer avec, c'était sympa. J'ai commencé à me dire, mais en fait, il y a des trucs que je ne sais pas faire, ça serait peut-être sympa que ça rentre dedans. Alors j'ai mis un long moment avant d'avoir la première idée de à quoi ça allait me servir. C'était juste avant cet été. Après, j'ai mis un long moment à m'y mettre vraiment, parce que c'est comme tout, hein, on court, on n'a pas le temps. Et puis, depuis un mois, ça marche. Donc, dans mes scripts, quand je fais un appel API avec un prompt et un ticket Jira, j'ai tout qui revient en automatique, c'est écrit fantastique, ça marche très bien. C'est un nouveau monde. Donc, je vais en parler aussi parce que là, je vous invite vraiment à y aller parce que les outils sont vraiment bons. Voilà, ça c'est pour l'historique, au moins que vous sachiez de quoi je parle. Donc on parlait tout à l'heure du glissement, moi c'est ce qui s'est passé petit à petit. Alors je n'ai pas abandonné la gestion de projet parce qu'il n'y a personne d'autre, et puis j'aime ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me tourne plus vers l'équipe produit pour les booster, pour que vraiment ça s'automatise. Ah oui, alors on n'est plus 6, on est 2, ils ne sont plus que 2 aujourd'hui. Donc l'automatisation a permis aussi qu'on survive comme ça, il est question qu'on remonte, mais bon. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, finalement, on se tourne vers le succès client parce que, mais comment ça se fait qu'on n'a pas les rapports de churn chez nous? Ah, c'est qu'en fait, ils n'ont pas d'outils, ils ne savent pas faire, ils ne le font pas. Ah bon, on va le faire. On se tourne vers les ventes mais pourquoi on ne reçoit pas vos demandes dans les négociations quand il y a des blocages? Pourquoi on ne les a pas? Ah, c'est pas intégré, d'accord. Donc en fait, on commence à parler à tout le monde parce que quand votre bazar est automatisé, vous avez du temps pour le reste. Donc effectivement, Product Ops, on dirait Ops tout court, quoi. Hein. Vous commencez à parler à tous ceux qui ne sont pas intégrés entre eux, en fait. Ils ont tous un besoin parce que personne n'a personne pour le faire. C'est simple. L'IT chez nous, à chaque fois que je leur parle, ils sont les bras croisés parce qu'ils disent « Ah, nous, c'est ce qu'on aimerait faire ». Mais ils n'ont pas le temps de faire ça. Effectivement, ils devraient avoir des équipes de développement pour l'interne. Mais ça n'existe pas. Allez, j'avance. Donc le premier truc, ça a été les supports et les ingénieurs. Donc je l'ai dit, 2 équipes, 2 logiciels, alors dont un Jira. Personne n'aime Jira. Bon, moi je suis administrateur dessus, donc je pouvais faire ce que je voulais. Et le support était sur un logiciel développé par qui? Par notre IT. Donc ils n'avaient pas le temps de faire des trucs, mais ils avaient quand même développé leur propre logiciel de gestion de tickets. Donc tout était possible dessus, mais évidemment ils n'avaient pas le temps. Puis alors 2 cultures, comme je l'ai dit, vraiment très différentes. Alors, une grosse partie des développeurs de MariaDB dans la base de données, ce sont principalement des gens qui viennent de Russie, des pays de l'Est.
C'est une culture très différente de la culture latine. Et dans le support, alors là, c'est partout. Je ne sais pas s'il y a une culture, c'est vraiment disparate parce qu'ils sont vraiment autour de la Terre, pour faire simple. Donc comment ça s'est passé? 2 mois d'exploration. J'ai cherché 2 personnes très très fortes dans leur métier qui étaient disponibles et motivées. Et je les ai trouvées avec des interfaces humaines totalement différentes, mais à 3, c'était sympa quand même. On a passé 2 mois à écrire ce que veut l'un, ce que veut l'autre, ce que veut pas l'un, ce que veut pas l'autre, à aller voir tout le monde, à faire répéter les messages pour essayer de trouver une règle. Comment on va interagir entre ces 2 mondes-là. Une fois qu'on l'a eu, on a fait un lancement, mais alors lent. Une personne au support à la fois, un ingénieur à la fois, pendant 3 mois. Parce qu'il fallait que ça marche. On était vraiment à l'époque à avoir des escalades jusqu'au PDG, parce que les clients ne comprenaient pas dans quel ordre on travaillait, quand est-ce qu'on s'occupait d'eux, enfin, c'était grave quand même, il fallait que ça marche. Une fois que c'était lancé, moi j'ai passé 3 mois à faire des ajustements, parce qu'évidemment c'était trop compliqué, évidemment il y avait plein de cas auxquels on n'avait pas pensé, c'est jamais aussi simple. Et puis l'automatisation est passée après, et il m'a fallu 4 mois, et maintenant quand je regarde ça aujourd'hui, je vais en parler après, c'est très long, 4 mois, mais j'étais mauvais, vraiment pas bon. Mais ça a fini par marcher. On a fini par avoir nos 2 systèmes qui se parlaient en automatique, les échanges de statut, de progrès, les sprints étaient quelque part visibles, on pouvait dire oui, travaille pas là-dessus parce que c'est sa tâche numéro 6. Mais on peut changer la priorité si tu veux, ça dépend, mais moi je vois que c'est un tout petit client, il n'est pas très important, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Enfin, tout ça commençait à marcher bien. Il y avait des problèmes, mais généralement il y a des problèmes parce que, oui, il y a des réalités qui ne font pas plaisir, mais on avait des règles simples. Deuxième chose, les ingénieurs en eux-mêmes. Donc, on va dire que la gestion de projet s'occupe du développement. Mais eux, ils avaient besoin d'outils, tout un tas d'outils. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens n'aiment pas Jira, parce qu'en fait, ils ne savent pas comment le mettre pour que ça soit efficace pour eux, en fait. Donc, ils finissent par en souffrir, alors qu'en fait, si, on peut faire des choses dedans. Mais alors là, il faut se mettre au service des développeurs. Ce n'est pas un truc, on ne vient pas imposer un flow, c'est vraiment l'inverse. Donc, c'est ce que je me suis amusé à faire. Partir tout le temps de leurs besoins, alors surtout quand ils râlent en réunion, ouais, il y en a marre, ça ne marche jamais. Ok, là, c'est bon, j'en ai un. Prendre le temps avec eux de comprendre, mais pourquoi ça se passe comme ça, de sortir toutes les données, les analyser, leur montrer la fréquence du problème, qui a le problème, pourquoi, et puis faire des tout petits changements. Mais tout le temps. Alors j'ai passé 8 ans chez Toyota, j'avoue que j'ai été beaucoup formé par ça. Toyota ne travaille que comme ça. J'ai trouvé ça fantastique, donc je l'ai appliqué juste là et ça marche bien. Ils détestent quand j'arrive sur mes grands choix en disant « Oh, on va tout changer », mais par contre quand on fixe un truc, on peut en changer 10 par mois, ça sera la même chose que le grand truc, mais au moins ça passe nickel. Donc là, Tableau a été très utile parce qu'il a fallu prouver la plupart du temps pourquoi on faisait les choses aussi. Des exemples. La gestion du temps. Les développeurs détestent ça. L'équipe serveur l'a fait. Sans problème. 6 mois, en 6 mois, tout le monde saisissait ses temps. Et on est parti de la qualité, on est parti de l'incertitude pour les clients, on est parti de tout un tas de problèmes de ce qu'on appelle la qualité assurance. Et un jour, on a expliqué, je n'ai pas parlé de ces idées temps, j'ai juste expliqué tous ces problèmes-là. Puis après, on a fait une réunion, on a discuté. Et c'est venu d'eux. On pourrait peut-être saisir les temps. Go. Chiche. Alors, pas surtout, pas tout le temps, très peu d'estimation, mais il y en avait quand même un petit peu. La priorisation client, pareil. Comment on l'a fait? On a, pareil, en partant de ceux qui étaient en échec, comment on pourrait la faire mieux? On a réussi à avoir un système automatisé, simple, compris par tout le monde. Il n'y a quasiment aucune escalade dessus, parce que tout le monde a compris pourquoi il y a une priorité ou pas. C'est assez facile à comprendre. Le suivi des priorités, alors c'est fait en dehors de Jira, mais aujourd'hui, moi j'ai un script, j'appuie dessus et ça me dit par développeur qui n'a pas travaillé dans l'ordre des priorités. Alors après, je ne suis pas la police, ce n'est pas automatisé au point d'aller dire « tu as fait ton numéro 3 plutôt que ton numéro 1 », mais ça veut dire que j'ai les données pour discuter avec chacun d'entre eux, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que 9 fois sur 10, c'est « oui, en fait, on s'est mis d'accord que ça, c'était numéro 1, mais je n'ai pas mis à jour Jira ». Donc, mais ça veut dire qu'en 1 heure, en gros, toute l'équipe serveur, je l'aligne sur leurs priorités, chaque semaine.
Mais pourquoi? Parce que j'ai un méga script qui me sort tout de Jira, qui m'analyse tout et qui me dit « voilà la liste des problèmes ». Tout ce qui va bien, je n'ai pas besoin de le regarder. La mesure de la qualité, pareil, les cycles de livraison, et puis 3 petits points, parce qu'en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tout ça, ça n'est que de la gestion de projet. Mais tout est outillé. Il n'y a pas un seul truc que je fais à la main. C'est pour ça que j'en parle ici. Troisième chose, donc AirFocus. Donc, je disais, 6 personnes, 6 méthodes, 0 outil. Alors, 0. À l'époque, je leur disais, moi, on n'est pas obligé d'avoir un outil, on pourrait juste mettre l'historique de ce que vous changez dans la partie remarques, commentaires de chaque slide. Même ça, ça ne marchait pas. Ils ne voulaient vraiment rien changer. Donc on est parti à regarder les outils du marché, on a sélectionné 2, on s'est formé dessus. On a assez vite compris que AirFocus, si vous ne connaissez pas, c'était très nouveau à l'époque, était beaucoup plus flexible et surtout, nous, on a 2 serveurs Jira. On en a un qui est sur un serveur et on en a un qui est dans le cloud. Et les 2 sont très importants. Donc on a une intégration qui est complexe et en plus, on a plein de champs spécifiques, vraiment plein. Et on a une volumétrie qui est énorme. Le serveur, je ne sais plus, mais c'est des dizaines de milliers de tickets. Donc c'est compliqué. Et il y a beaucoup de produits, on dit c'est pas grave parce que l'équipe produit va créer les feature requests. Non, le serveur, c'est 500 feature requests qui sont dans Jira. Ils ne vont pas les ressaisir, ce n'est pas possible. Il faut que ça soit intégré. Donc AirFocus nous permettait de le faire avec une subtilité qui est brillante, parce qu'ils n'intègrent pas tout. C'était une jeune société, ils ne pouvaient pas tout faire. Donc ils ont dit, nous on a une intégration native, et puis pour le reste, il y a Zapier. Et c'était bien, parce qu'en fait, moi ça m'allait très bien. Tout ce qui marchait nativement, ça va plus vite, et puis le reste, ça passait par Zapier. Ça m'a pris du temps, certes, mais en le faisant, j'ai aussi découvert que je pouvais faire plein d'autres trucs qu'eux ne faisaient pas dans leur intégration. Donc on a fini par intégrer, 3 mois, ouais, c'était peut-être même plutôt 4, parce que j'ai fait quasiment que ça. Et l'introduction a été longue, parce que je n'ai pas le temps, mais ça ne fait pas le truc que je veux, et compagnie. Mais bon, au final, tout le monde est dessus. Tout le monde travaille dedans, et tout le monde, chaque semaine, a une idée de comment ça pourrait être encore plus simple. Donc c'est tout bénef aujourd'hui. Donc voilà, par rapport aux années, vous avez 3 grandes strates, on va dire, de projets. Donc aujourd'hui, AirFocus, c'est ce que j'expliquais, on a nos 2 serveurs qui nativement poussent, mais alors maintenant on a même dans les 2 sens, parce qu'évidemment très vite, oui, on fait plein de choses intelligentes, mais on aimerait bien que ça repousse dans l'autre sens. Très bien. Tout ce qui n'est pas natif, donc chez nous on a beaucoup de champs qui sont des champs spécifiques avec des libellés. Donc par exemple, on va mettre des libellés, c'est dans le backlog, oh, c'est dans la roadmap. Donc c'est pratique pour les gens qui viennent sur le ticket pour voir, mais ça, c'est pas supporté. Donc tous ces trucs-là passent par Zapier qui regarde, est-ce que je le trouve dans AirFocus? Oui, c'est bon, tu le pousses, tu le mets dedans. Et puis en faisant ça, on s'est dit, mais on peut intégrer Salesforce. Donc ce qui fait que quand ici, on a un ticket où on sait que ça vient du support, on a un indicateur. Donc ça rentre, on va interroger Salesforce, où est-ce que client là, c'est quel nom? C'est combien de revenus par an, puis il fait partie des clients importants ou pas? Et whoop, ça rentre là-dedans. Et là-dedans, il y a une formule de score. Alors c'est un RICE, assez simple, mais on a mis dedans et l'argent qu'on gagne avec ce client, et ce qui fait partie des plus importants, et puis d'autres critères comme ça. Et donc tous les scores sont mis à jour automatiquement, à partir du moment où il y a le minimum du RICE qui est présent. C'est chouette quand ça tourne. C'est vraiment une machine de guerre. Et là, ça commence à être super intéressant parce que quand une fonctionnalité est dépriorisée, on a l'historique du score. On sait exactement pourquoi c'est plus important. Oui, peut-être que le client est parti, par exemple. Donc toutes les nuits, tous les infos clients sont mis à jour. Quand un client part, ce n'est pas la peine de garder tous les scores à fond. Par contre, on les réduit. On ne dit pas qu'il est complètement parti. Ça a quand même été demandé, c'est important. Tout ça pour dire que cette intégration-là, elle était clé. On aurait pu introduire AirFocus sans intégration. Mais moi, je sais comment ça serait passé. Personne ne l'aurait utilisé. Donc cet effort-là, il est nécessaire. Il faut rendre la vie des PM facile. J'ai été dans cette position, je sais bien de quoi je parle. Quand quelqu'un va vous voir, il faut faire une nouvelle méthode et que c'est à vous de la coltiner, quand j'aurai le temps. Donc ça veut dire jamais, quoi. Donc, une partie du boulot de l'Ops, c'est vraiment ça, c'est de faciliter le travail
pour les PM, autour des PM, et puis, je dirais, au travers de l'entreprise quand on a fait cette partie-là. Je vais un peu vite, vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Hein. Donc, on a déjà dit un petit peu, hein, je pense qu'il faut aimer ça. On ne vient pas à faire ça si on n'aime pas parler à tout le monde, tout le temps, de tout et n'importe quoi. Hein. C'est vraiment intense. Et du coup, il faut être très rigoureux parce que vous avez plein d'attentes de plein de personnes qui sont tous dans des départements différents, avec des vitesses différentes, des compréhensions différentes. Plus vous poussez, plus vous faites face à des gens qui sont alors loin du produit, loin des ingénieurs. Alors là, il va falloir beaucoup expliquer. Et puis tout le monde a besoin de données pour se rassurer. Et puis après, le changement, hein, c'est long. C'est long et ce n'est pas la même recette avec chacun. Mais bon, si vous aimez ça, par contre, c'est le métier parfait. Parce qu'alors, on ne s'ennuie jamais. Il y a tout le temps des choses à faire. Déjà, vous avez vos bugs, hein, parce que vous avez automatisé, c'est chouette, mais bon, le monde, il change. Les interfaces changent, donc ça ne marche pas tout le temps. Donc il y a aussi cette réalité-là à gérer. Et puis des idées, quand ça marche, ça en appelle d'autres. Hein. Ah oui, j'ai vu que tu as fait ça avec machin, nous, on pourrait faire ci. Ça... Quand la roue est lancée, ça marche très très bien. Et comment on fait ça? Eh bien, il vous faut un outil d'analyse de données, c'est obligatoire. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un métier que vous pouvez faire juste en disant « je te dis que ça va marcher comme ça, tu verras ». Il faut convaincre et les données sont essentielles. Donc, c'est un apprentissage. Franchement, de tout ce que j'ai appris, Tableau, c'était le plus simple. Très franchement. Hein. Puis en plus, le produit s'est beaucoup amélioré. Il y a d'autres outils qui sont vraiment très bien faits. Et puis, la plupart des outils, maintenant, ont même leurs IA intégrés. C'est encore plus simple que ça n'était à l'époque. Donc, je vous incite vraiment à en avoir un, n'importe lequel pour le coup. Vous pouvez changer plus tard, vous verrez, c'est pas difficile de passer de l'un à l'autre. Chez nous, ils sont en train de passer à Looker et BigQuery. OK, très bien, on bouge, pas de souci. Les intégrations, Zapier, ça marche très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire du code. Alors, je vous incite par exemple à voir chez Zapier ce qu'ils ont sorti il y a 15 jours. Parce que jusqu'à présent, il fallait quand même mettre des briques de no-code les unes derrière les autres et puis les remplir. Bon, pas très compliqué, mais quand même. Non, maintenant, ils en sont rendus au fait que sur votre écran, vous écrivez votre processus. Vous mettez des flèches entre vos boîtes, donc comme sur une slide. Puis là, vous faites vas-y. Et puis l'IA va remplacer tout ça par des boîtes qu'elle va mettre en dessous, va les relier entre eux, va vous proposer un test, et puis c'est bon, ça existe. Ça ne sera peut-être pas parfait, mais enfin, il n'y a même plus de no-code à faire, quoi. C'est vraiment fantastique. Alors, je ne l'ai pas testé, mais la démo, j'étais là, waouh, c'est quand même bon. Moi, je pense qu'il faut un petit peu de développement parce que il n'y aura jamais tout. Par exemple, dans Zapier, vous verrez, de temps en temps, vous aurez besoin de faire un peu de code, quand même. Donc, c'est bien de s'y mettre. Mais pas la peine de devenir un développeur. Moi, je ne suis pas un développeur. Franchement, je ne suis vraiment pas bon. Mais il ne faut pas en avoir peur. Et puis ça, c'est les LLM. Alors là, voilà, j'ai ouvert cette porte-là et là, j'avoue qu'il faut s'y mettre. Vraiment. Alors, pourquoi il faut s'y mettre? Avant que je commence à toucher à ces LLM, une nouvelle idée, une nouvelle automatisation, c'est minimum quelques semaines. Et comme vous avez pu voir, AirFocus, c'était même plusieurs mois. Donc, c'est long. Et puis, on n'est pas bon. C'est bourré de bugs. C'est vraiment compliqué. Parce que tout est nouveau, quoi. C'est vous qui l'avez écrit, vous n'avez pas pensé à tout, donc c'est lourd. Très vite, on s'aperçoit qu'on est très limité par ses compétences. C'est-à-dire que quand on ne sait pas faire un truc, on n'en a même pas l'idée, donc on ne le fait pas. Donc on passe par tout un tas de solutions alambiquées qui font que c'est encore plus long. Et puis il y a surtout tout un tas d'idées, vous ne savez pas comment les faire. Voilà, ce n'est pas plus compliqué, vous êtes limité par votre incompétence. Eh bien, c'est fini. Ça n'est plus comme ça. Il y a 2 mois, je voyais une vidéo de quelqu'un qui parlait d'un outil qui s'appelle Cursor. Vous connaissez? C'est un environnement de développement très simple, ça n'est pas effrayant, sauf que les LLM sont dedans. C'est pas moi, je faisais des copier-coller de mon code vers ou Gemini, ou ChatGPT, ou un autre, ou Claude, et leur demandais « t'en penses quoi? Pourquoi ça ne marche pas ?» etc. Ça marchait déjà.
Mais là, c'est dedans. Donc vous avez un dialogue vraiment dans le cadre de votre développement. Eh ben, c'est génial. C'est génial. Parce qu'au début, je l'ai utilisé pour, on va dire, relire mon code ou compléter mon code. Eh bien, c'est terminé, mais je ne code plus depuis 2 mois. C'est hallucinant. Vous êtes dedans, vous arrivez avec une idée. Je voudrais faire ça. Alors, vous discutez des specs jusqu'à temps que ça vous paraisse bien, puis ça répond vite. Hein. Ça veut dire c'est un dialogue. Et puis quand c'est bien, tu dis, bah, code. Et puis, bah, il le fait. Voilà. Donc après, votre rôle, c'est de prendre ça, puis de le tester. Alors évidemment, il y a du test. Ça ne marche pas. Une fois, ça a marché du premier coup. Magnifique. Entre l'idée et la réalisation, 1 heure. Magique. Mais non, la plupart du temps, là par exemple pour les crews, c'est ce que j'ai fait. La dernière évolution des crews, c'est un système où un crew peut dire « j'ai besoin de monde », il poste une annonce, les gens qui sont disponibles reçoivent des choses, ils disent « ouais, non », et puis ça revient « c'est bon, t'es inscrit, non, c'est pas grave ». Tout ça, je l'ai fait dans le cadre de Cursor, ça m'a pris 1 heure pour discuter des specs, 1 heure pour tester la première version et m'apercevoir que c'est vraiment trop compliqué ce que j'ai essayé de faire. 1 heure pour rediscuter des nouvelles specs, 1 heure pour tester les nouvelles vite fait. Et après, j'ai passé bien 3 heures à tester en détail parce que je voulais vraiment pas que ça soit pourri quand même. Mais je n'ai pas codé, je n'ai rien codé. Ça a entièrement été fait dans un dialogue avec un LLM. Entièrement. Donc on n'est plus limité par ces compétences-là. Je vais prendre un exemple. Si vous regardez un petit peu les LLM, souvent on dit « Ah oui, il faut plusieurs agents et plusieurs rôles ». Je n'ai aucune idée de comment ça se code. Alors là, mais alors vraiment aucune idée. Donc j'y suis allé, j'ai dit bah, « Voilà ce que je voudrais faire. Je voudrais… » C'est une idée avec l'équipe… Enfin, on avait une équipe de documentation, on n'en a plus. Donc on a quelqu'un qui est vraiment à 10% de son temps à faire de la doc. Donc je lui ai dit bah, on pourrait avoir un système ou un ticket de demande de documentation. On est un agent qui l'apprenne et qui réfléchisse, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'il faut faire. Le suivant, lui, il irait voir la documentation actuelle pour dire « j'ai trouvé ça, donc à mon avis, il faut écrire ça ». Il y aurait le troisième qui serait un petit peu pénible pour dire « on avait dit que les critères c'était ça, votre truc c'est pourri, vous le refaites ». On en aurait un cinquième qui serait un DBA qui dirait « oui, c'est bien » ou « j'ai rien compris » ou « les exemples sont nuls », enfin voilà. Et puis un autre qui orchestre tout ça pour que ça marche. Eh bien, je l'ai demandé, eh ben, il l'a fait, et c'est le truc qui a marché en 1 heure. Incroyable! Le truc, il sort, ça m'envoie un mail en HTML, donc depuis, je suis à fond là-dessus, parce que, mais oui, mais alors si tu as le ticket, tu peux aller voir les commits. Ah bah oui, je peux aller voir le code, je peux aller voir… Ah mais attends, alors du coup, et je ne fais que parler à Cursor qui me décode le truc. Donc là, cet après-midi, j'ai galéré parce que c'était pourri ce qu'il faisait, vraiment, ça ne marchait pas, mais… Je veux dire, je ne code plus. C'est ça la différence depuis 2 mois, c'est assez fantastique, quoi. Mais alors assez vite, je veux dire, les IA hallucinent moins qu'avant, mais c'est pas parfait. Mais moi, c'est pas grave. Pour le gars de la documentation, tout ce qu'on s'est mis d'accord, c'est qu'il n'aura plus jamais de page blanche. Sur un ticket, plus jamais, il va partir de 0. C'est fini. Sur chaque truc, il y aura une proposition élaborée qui dira « ça, c'est les documentations que j'ai trouvées, ça, c'est comme ça que je pense qu'il faut l'écrire, les exemples, etc. etc. » Il pourra dire que ce n'est pas bon, mais il partira de ça. Jamais il aura l'exploration à faire où on va dire à réfléchir « mais comment je vais le présenter ?» Tout cet effort-là intellectuel, zoup, disparu. Autre exemple, les release notes. Alors chez nous, on a quelqu'un qui est très, très passionné par les release notes, qui veut que les explications soient très compréhensible par les utilisateurs. Autant dire que les tickets Jira par nos développeurs basonnés, les titres, ça ne dit rien. Pas possible de comprendre, enfin, c'est vraiment très tech. Pareil, là le truc est fermé, ça fait 3 propositions, laquelle tu préfères? Peut-être qu'il va en écrire une 4e, mais il a 3 propositions. Inclus avec le code, en lisant le code. Tous ces trucs-là ne sont pas parfaits, ils ne seront jamais parfaits. Mais ça fait partie, les analyses de churn, ah ben chez nous, on ne les a pas. Donc, je suis en train de travailler sur le truc qui va les lire, va faire des analyses, elles seront imparfaites, mais au moins on les aura, parce qu'aujourd'hui, on ne les a pas. Etc., etc., etc. Donc, j'insiste, enfin, c'était pas facile d'être Ops il y a quelques années. Là, je pense que vraiment, ça va aller vite maintenant. Et surtout, là, quand on ouvre ce portail-là, alors là, il y a beaucoup, beaucoup d'idées.
Beaucoup. Parce que quand la petite démo que je me suis amusé à faire avec 3 départements, c'est et regardez, je mets une clé Jira et ça me fait un résumé. Tout le monde était là, ah bon? Mais je veux ça. Mais du point de vue succès client, pas de problème. Du point de vue support, mais pas de problème. Puis quand ça marche, là, on a la question d'après, là, ça vient hyper vite. Donc voilà, je suis passionné par ça parce que je suis en plein dedans, mais franchement, essayer, c'est bien. Et ça fait tomber les barrières du code. Ouais, on dit, il faut se mettre au code. Oh mon Dieu, mais moi, j'ai plus besoin d'en faire. Il faut être capable de le lire un petit peu, c'est quand même mieux. Parce que pour tester... je me suis même amusé à faire un test vraiment idiot, quoi. Genre, je ne comprends rien. Et de pousser vraiment l'IA à me dire, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et là, il passe en mode, on va mettre des logs partout, tu vas l'exécuter, tu vas me copier le résultat, et puis, il n'y a pas assez de logs, j'en rajoute, et il a fini par trouver le bug tout seul, quoi. Donc, dans le pire des cas, vous n'avez même pas besoin de savoir lire. Il faut juste savoir copier-coller un résultat de test. Donc, ouais, allez-y, c'est le bon moment, ça marche déjà vraiment bien. Et puis voilà, ma partie est finie. On peut passer aux questions, je vous dis quand même tout de suite, on a le 4 décembre un afterwork, et le 12, ça sera un serious game, on n'a jamais fait ça. On sera chez OnePoint, et venez, ça va être sympa. Ça sera sur le thème de la gestion de produits, mais au travers d'un jeu. Et pas d'un jeu que nous, on a inventé, c'est des gens qui l'ont créé, qui arrivent avec ça, et c'est leur métier. Donc, sympa. Voilà, et maintenant, on peut passer aux questions.